Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'impressionnant dispositif militaire dans les grandes villes du Bénin en prélude aux élections législatives du 28 avril suscite la polémique. L'ex-président Nicéphore Soglo, qui rejette le processus électoral, appelle les autorités à la retenue. Découverte en Afrique du Sud du plus haut gratte-ciel du continent, dénommé le Leonardo, le bâtiment haut de 230 mètres, entièrement conçu par la nation arc-en-ciel, sera achevé avant la fin de cette année 2019. Et puis découverte du Labada, le Guruna et le Heheha, trois danses initiatiques qui reflètent l'identité des peuples Massa, une population d'Afrique centrale installée au Tchad et au Cameroun. Mais tout d'abord, fin de règne pour le président Omar el-Béchir. Après 30 ans à la tête du Soudan, le désormais ex-président a été arrêté et destitué par l'armée ce jeudi 11 avril 2019. Une victoire pour le peuple soudanais après plus de 3 mois de contestation contre son régime. Le général Awad Ibn Auf, vice-président et ministre de la Défense, annonce que la Constitution était suspendue pour le moment et que des élections seraient organisées après une période de transition de 2 ans. Le climat sociopolitique demeure très tendu en prélude aux élections législatives du 28 avril au Bénin. Le centre de la capitale économique est quadrillé par d'importants détachements des forces de l'ordre lourdement armées. Une situation décriée par l'opposition. Elle appelle à l'arrêt du processus électoral et la concertation de l'ensemble de la classe politique. Reportage à Cotonou de notre correspondant, Lefteouno. Vive réaction au Bénin après le déploiement d'un impressionnant dispositif militaire dans les grandes villes du pays. Des chars ont été mobilisés suite à l'appel à des manifestations de protestation lancées par les forces de l'opposition. Le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour sécuriser les élections législatives du 28 avril 2019. On sort les chars pour un oui ou pour un non. C'est un manque de sang-froid, un signe de fébrilité. L'armée n'est ni un jouet, ni un épouvantail. Elle a un rempart contre l'invasion étrangère. Jeudi 4 avril 2019, l'appel à manifester de l'opposition a été suivi dans certaines villes du pays. À Cotonou, les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre et une dizaine d'entre eux, dont un blessé, a été arrêté. Je rappelle à nouveau, car la répétition est pédagogique, qu'il nous faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire, premièrement, aux lois qui ont permis l'élection pacifique de Patrice Talon en 2016, sans qu'il soit besoin de toucher à la Constitution de 1990. Selon le calendrier électoral de la Commission électorale nationale autonome Sénat, la campagne électorale aura lieu du vendredi 12 au 26 avril 2019. L'opposition appelle à la résistance et exige entre autres l'arrêt du processus électoral et la concertation de l'ensemble de la classe politique. Le congrès électif du parti Nida Tounes en Tunisie qui s'est tenu du 6 au 9 avril était riche en bouleversements. Le président Béji Caïd Essebsi, à 82 ans, pourrait ne pas briguer un nouveau mandat à la tête du pays. Le chef de l'État demande à Youssef Chahed, son premier ministre, de réintégrer le parti Nida Tounes. Corinne Comdem. Pas de second mandat pour le président tunisien Béji Caïd Essebsi. C'est ce qu'a laissé entendre le chef de l'État lors du congrès du parti Nida Tounes qui s'est achevé ce 9 avril. Le président a annoncé souhaiter ouvrir la voie aux jeunes. Honnêtement, je ne pense pas que je vais me présenter. La Constitution me donne le droit de me représenter, mais j'estime que la Tunisie mérite un changement. La Tunisie regorge d'hommes qualifiés. Il est nécessaire de dégager la voie pour la jeunesse. Ce congrès avait pour objectif d'amorcer la relance du parti miné par les divisions. Nida Tounes, en l'espace d'un mandat, est passé de première à troisième formation du Parlement, dépassé par Ennahda, parti musulman démocrate, et par le mouvement Taïa Tounes, créé en début d'année par des dissidents, dont le Premier ministre Youssef Chahed. À sa sortie, ses partisans se disaient perplexes et redoutent l'après Béji Caïd Essebsi. Le président de la République actuel, Béji Caïd Essebsi, en n'oublions jamais ça, qu'il a 92 ans. Il sait bien qu'on ne peut pas se permettre de se présenter parce qu'il va avoir 97 au terme d'un prochain mandat. Il est subtil, bien sûr. C'est un vrai homme politique, un homme d'État aussi, mais il est en train aussi
de réconcilier, d'essayer d'arrêter un petit peu la progression de notre parti qui est né de son propre parti, parce que n'oublions pas que l'actuel chef du gouvernement, Chahed, était membre de son parti. Lors de ce congrès, le président tunisien a souligné l'importance d'élire des dirigeants capables de sortir le pays de la crise. En outre, il a appelé à la levée du gel de l'adhésion du Premier ministre Youssef Chahed à Nida Tounes, précisant que ce dernier était libre de faire ses propres choix. Également dans l'actualité, il a coûté 230 millions de dollars et sa construction a permis de créer 20 000 emplois. Un gratte-ciel 100% made in South Africa va devenir le plus haut bâtiment du continent. Avec ses 230 mètres de haut, le Leonardo, entièrement conçu par l'Afrique du Sud, sera achevé au cours de l'année 2019. Visite guidée avec Vinanoda. Le plus haut gratte-ciel d'Afrique est en cours d'achèvement. Son nom, le Leonardo. Situé à Johannesburg, en Afrique du Sud, il devrait devenir le plus haut bâtiment d'Afrique avec une hauteur de 230 mètres. Il sera achevé avant la fin de cette année 2019. Différent des autres grands projets du pays, le Leonardo a été entièrement conçu par une équipe sud-africaine. Ce fut un immense honneur et une responsabilité incroyable de se voir attribuer un tel travail. C'est inhabituel car la plupart des gros travaux en Afrique du Sud sont réalisés par des architectes étrangers qui sont recrutés, puis par un architecte de référence locale. Mais dans ce cas, toute équipe professionnelle est sud-africaine. Le bâtiment le plus élevé actuellement en Afrique est la tour Carlton, située dans le quartier central des affaires de Johannesburg. La tour de 223 mètres perdra bientôt sa place au profit du Leonardo. Ce nouveau gratte-ciel accueillera l'hôtel le plus haut d'Afrique et une tour à 360 degrés au dernier étage. Les gens adorent les vues. Ils aiment se lever pour voir où ils se trouvent et voir où sont les autres principaux lieux de la ville. La vue de ce gratte-ciel étant positionnée très au nord va être renversante parce qu'elle va permettre d'avoir une vue de Magaliesburg et de la région de Pretoria. Ce gratte-ciel a coûté 230 millions de dollars américains. Sa phase de construction a créé 20 000 emplois. Mais son titre de plus haut gratte-ciel d'Afrique risque d'être de courte durée au vu des projets de construction au Kenya, au Maroc et en Égypte. Découverte du peuple Massa, une population d'Afrique centrale installée au Tchad et au Cameroun. Ils vivent principalement de l'agriculture, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. La danse chez les Massa, c'est aussi des signaux de guerre, de souffrance et de joie. Le labada, le gorona et le héna sont trois danses initiatiques tout aussi particulières que les autres rythmes. Reportage au Cameroun de notre correspondante Viviane Baoken. La labada, le gorona et le héhéna, trois danses initiatiques qui reflètent l'identité des peuples Massa. Elles mettent en valeur les initiés et leur rite initiatique. C'est le cas de la danse labada. Ici, les initiés les plus puissants, ce sont ces enfants. Après 2 mois passés au sein des forêts sacrées, ils ressortent plus puissants pour parer à toute éventualité négative. Cela conduit du tout-puissant maître, ici en rouge. Le labada n'admet pas les non-initiés dans ses rangs. L'homme Massa, par nature, c'est un danseur. Un danseur, que ce soit dès le bas âge, lors des funérailles, lors des baptêmes. L'homme Massa a de la danse dans la peau, comme dirait quelqu'un. Donc très tôt, que ce soit la jeune fille Massa, le jeune garçon Massa, très tôt, il est initié à la danse. Moins mystérieuse que la labada, la danse gorona, quant à elle, est un signal de vivacité des jeunes hommes en âge de se marier. Pendant la période de la traite du lait dans les forêts, ils doivent consommer en abondance du lait de bétail pour prendre des forces. Une fois de retour dans le village, ils abordent ces pots de chèvre afin d'aller à la conquête de leur fiancé. De manière générale, démontrer la santé, la vigueur. Donc c'est également à cette occasion que de temps en temps, il y a la lutte traditionnelle. Parce que ça va un peu de pair, la lutte traditionnelle et le guruna, le guruwala vont de pair. La danse chez les Massa, c'est aussi des signaux de guerre, de souffrance et de joie. Le héhéna, ici dansé exclusivement par les femmes et les jeunes filles, est un enchaînement des sonorités, des moments de réjouissance. À la page sport, les Panthères dames du Gabon ont éliminé les Diables rouges dames du Congo à l'issue de l'épreuve des tirs au but ce mardi 9 avril à Brazzaville. Match comptant du premier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques de 2020. Battus lors du match aller par 2-0 à Libreville, les Panthères ont réussi à rétablir l'égalité au cours des 90 minutes de jeu. Reportage de notre correspondant à Brazzaville, Deva Panzo.
Les Diables Rouges Dames ont été sortis dès le premier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques par les Panthères du Gabon à l'issue de l'épreuve des tirs au but, 53, ce mardi 9 avril 2019 au stade Alphonse Massamba Déba. Après leur défaite à domicile par 2-0, les Gabonaises ont refait leur retard par En Edzumu à la 77e minute et puis sur ce corner coupé par la tête de Doris Ouassend à la 82e. Le tir au but manqué de Paul Mishmaouna a causé l'échec des Diables Rouges. On partait avec 2 buts de retard. Il fallait être fort pour elle, effectivement, pour revenir à 2-2 déjà et terminer sur la séquence de tir au but. J'avais préparé cette séquence-là en sachant que la phase était éliminatoire. En tant que technicien, j'avais déjà vu que c'était possible de passer. Donc ma préparation n'a été que psychologique, expliquer aux filles, démontrer aux filles en quoi elles méritaient de venir gagner aussi ici. Le Gabon a misé sur sa jeunesse face à une équipe congolaise moins jeune avec des joueuses accusant un manque de compétition depuis près de 8 mois. La reprise du championnat de football féminin est la solution selon l'entraîneur congolais. Si l'équipe est vieillissante, mais où est-ce qu'on doit creuser la jeunesse? On n'a pas de lieu pour creuser la jeunesse. Il faut créer le lieu parce que le potentiel peut exister. Mais où le retrouver? C'est un problème. Si les clubs étaient en compétition, on pouvait chercher exactement celle qui avait une adaptation assez proche de ce que l'on veut. Mais comme il n'y a pas de compétition, on fait avec. Le Congo, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie en 2020, n'est pas allé plus loin que ce premier tour. Les Gabonaises vont affûter leurs armes afin de préparer le double affrontement face aux Black Stars du Ghana au deuxième tour prévu le 26 août 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.